Chère cousine, dans la journée, tu iras dans ma chambre où la serrure de mon secrétaire ne sera pas verrouillée. D'habitude, je cache la clé de ce meuble, mais j'aurais fait exprès d'oublier de la remettre à sa place. Ouvre-le, et dans le dernier tiroir, en bas, à gauche, tu trouveras un petit livre de marocain, marron glacé. Il s'agit de mon journal. Le marque-page t'indiquera le passage que tu peux lire. J'ai confiance en toi, et je sais que tu ne liras pas le reste, tout comme je sais que tu n'en parleras à personne, et pas même à moi. C'est important, tu comprendras. Je te conseille de faire semblant de rire en lisant ces pages, qui ne sont pourtant pas très amusantes. Comme cela, personne ne se doutera de ce que tu lis vraiment. Tu m'as bien compris, personne. N'oublie pas, cette maison est parcourue de petites voix. J'imagine que tu me crois folle en lisant ces mots, mais je suis sûr que tu comprendras. Ta cousine bien-aimée, Woudenina. Cette nouvelle allusion des esprits qui parcouraient la demeure, comme des parasites infesteraient un organisme, me mit mal à l'aise. Je décidai de patienter avant de me rendre dans la chambre de ma cousine et je redescendis flâner comme je le faisais chaque jour. Mais mon esprit était accaparé par le message et même ceux qui composaient habituellement mes journées avec bonheur ne m'amusaient guère. N'y tenant plus, je me rendis dans la chambre de Woudenina en fin de matinée à pas de loup pour en attirer l'attention de 2 personnes et ne pas me faire accuser de quelque chose que je n'aurais jamais fait d'ordinaire, violer l'intimité de ma cousine. Sa chambre était une jolie pièce, aérée et claire. J'aimais particulièrement ses tons chauds, allant du brun au vert bronze, et le mobilier de merisier qui la composait. Il y avait aussi sa maison de poupée qui était immense et qui avait longtemps attisé ma convoitise. Mais j'étais obnubilé par l'objet de ma présence dans cette chambre, et Woudenina avait effectivement laissé la clé sur son secrétaire. Une idée que je n'avais pas eue jusqu'à présent me vint alors à l'esprit. Et si Woudenina me faisait une farce? J'ouvrirai ce meuble, et un guignol à ressort en bondirait, je crierais de peur, et toute la famille qui se serait cachée surgirait en riant aux éclats. C'était une idée idiote. Ce n'était pas le cycle des habitants de la demeure. Mais alors que je m'approchais du secrétaire, cette idée m'ajoutait une tension supplémentaire. J'ouvris donc le meuble, aucun artifice de farce à trappe ne s'en échappa, et je me mis en quête du livre de marocain, marron glacé. Je ne tardai pas à le retrouver, et je l'ouvris à l'endroit indiqué par le marque-page, tout en m'asseyant derrière lui, afin que si quelqu'un vint par malheur à entrer, je fus hors de portée de sa vue. J'ai vu alors le plus incroyable des récits, qui ne me fut jamais permis de connaître. Et je vais le retranscrire ci-après, car par la suite, j'ai pu subtiliser le journal de Woudenina et le conserver. Je le garde précieusement dans un coffre. Il est la seule preuve dont je dispose pour attester de la véracité de mon récit. Je crois que j'ai fait la plus grosse des bêtises de mon existence. J'en tremble encore, et je me sens tout entière rongée par le rondeur. Je pense que je vais aller en enfer, et que rien ne pourra jamais racheter ce que je viens de faire. Que Dieu me préserve. La curiosité est un mauvais penchant. Mère me le dit souvent, et pourtant je l'avoue, cela fait une semaine que je prépare, comme une voleuse le ferait, une visite nocturne au cabinet de curiosité de mon père. Il voyage beaucoup, et à chaque fois, il ramène de ses expéditions de nouvelles curiosités, mais il ne nous les montre jamais. Pour moi, cette situation devenait plus intolérable à chacun de ses retours, à la façon d'une démangeaison qui finit par vous empêcher de dormir, d'apprendre vos récitations, de penser et même de rire. Lorsque Père ouvre cette porte avec un nouveau paquet sous le bras, je n'endors pas de la nuit. Et quand je lui demande ce qu'il y a dans cette pièce, il me répond en me disant que la curiosité n'est pas digne d'une demoiselle bien éduquée. Mais moi, je me fiche d'être bien éduquée comme lorsque je n'en dors plus de la nuit. À son dernier retour de voyage, il y a donc un peu plus d'une semaine, et après l'avoir encore vu entrer avec une boîte de carton dans cette pièce, j'ai décidé de franchir le pas. Tout d'abord, il m'a fallu pousser des investigations pour savoir où il cachait la clé de cette porte. J'ai donc minutieusement fouillé son bureau et je l'ai trouvé derrière le balancier de la pendule. Ce n'était pas si compliqué, et cela m'a donné des ailes, je dois dire. Puis, passé un petit moment de doute de quelques jours, juste pour la forme, je décidai de la date et de l'heure de mon larcin. Ce serait le vendredi
entre minuit et 1h du matin, soit les 8e d'heure avant l'arrivée de mes cousins à l'occasion des fêtes de Noël. Je serais en effet bien trop excité par l'idée de les revoir pour dormir sereinement. Muni d'un porte-bougie, je descendis d'abord récupérer la clé dans le bureau avant de remonter pour me rendre sur les lieux tant convoités. Chaque pas m'était un moment d'angoisse, car le parquet émettait des grincements qui me semblaient résonner dans toute la demeure. Ce fut épouvantable. Une fois devant la porte, alors que mon cœur battait à tout rompre, je fis tomber la clé et j'arrivai miraculeusement à la rattraper avant qu'elle ne heurte le sol dans ce qui aurait ressemblé à un coup de tonnerre dans le silence. Dehors, il y avait du vent sur la lande et des courants d'air à peine perceptibles faisaient vaciller la flamme de la bougie, ce qui ne manquait pas d'ajouter une évidente gravité à mon expédition nocturne. Lorsque j'entrai enfin, je fus tout d'abord effrayé par les ombres qui se déplaçaient frénétiquement sur les murs, notamment à cause des vacillements de la bougie que je viens d'évoquer. Mais en reprenant mon souffle et mes esprits, ce fut une certaine déception qui me submergea finalement. Cette pièce n'était pas le bric-à-brac des monstruosités que j'avais toujours imaginé. Il s'agissait au contraire d'un tout petit musée dont une partie aurait été réservée à la première passion de paix, la minéralogie, et l'autre partie à sa seconde passion, la zoologie. J'étais entouré de minéraux, tous aussi beaux les uns que les autres, et d'invraisemblables animaux exotiques naturalisés. Ce dernier aspect de la collection était certes un peu plus inquiétant que le premier, mais il n'avait rien de véritablement effrayant. Mon attention fut d'ailleurs tout d'abord captivée par tout un ensemble d'oiseaux aux couleurs prodigieuses. Je lisais les noms à voix basse. Toucan, perruche, oiseau rouge, colibri, ara, oiseau du paradis, ménure, casoar et tant d'autres. Puis je passais aux livres moyens, avant d'arriver aux singes, dont certains avaient des ressemblances troublantes avec quelques-uns de mes professeurs. Je m'intéressais moins aux minéraux, mais je regardais tout de même avec curiosité une énorme géode mauve avant de décider qu'il était temps de mettre un terme à cette décevante visite. Toutefois, je parcourus une dernière fois du regard l'ensemble de ces pièces et je remarquai alors une première boîte posée sur une étagère. Il s'agissait en fait d'un coffret fait dans un bois rougeâtre aux fibres denses. Il était parallélépipédique et, chose curieuse, les charnières se situaient en bas et la fermeture était sur le haut de l'objet, de sorte que ce coffret s'ouvrait en façade. Et d'ailleurs, je remarquai un mot étrange gravé sur le devant de la boîte. J'approchai ma bougie et je pus lire Tsansas. Ce mot me sembla gai et enjoué. Il était comme escorté par un étrange tintinnabullement et je ne me méfiais donc pas de ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. Dans mon esprit, j'imaginais que ce coffret contenait des papillons énormes, aux ailes lisses et chatoyantes comme de la soie. Tsansas, Tsansas, Tsansas. Je murmurai ce mot 3 fois, comme s'il s'agissait d'une incantation magique, juste avant de faire doucement glisser le loquet qui retenait l'ouverture en façade de la porte. J'eus alors la plus grande des peines à retenir un cri d'effroi. Il y avait en effet dans le coffret de bois exotique 3 petites têtes, à peine plus grosses que celles de mes poupées. Elles étaient abondamment chevelues, elles portaient la moustache, et celle du milieu avait également un bouc accroché au menton. Leur peau était comme tannée par le soleil, et leurs traits étaient ramassés, rabougris, ratatinés, ce qui leur donnait un air terriblement renfrogné. Puis, une fois la surprise passée, je remarquai une chose curieuse. On m'aurait dit qu'une vapeur bleutée sortait lentement de la tête qui se trouvait au centre. En effet, les 3 têtes avaient la bouche et les yeux grossièrement cousus par des lanières, mais les lanières qui fermaient la bouche de celle du milieu étaient comme usées et quasiment rompues à un endroit. Je regardais ce spectacle avec horreur, et je ne savais pas s'il s'agissait véritablement de têtes humaines ou de curieuses représentations faites avec des bouts de cuir d'animaux. Et je restais perplexe un instant. En fait, je restais même perplexe un instant de trop, car j'aurais dû refermer ce coffret et partir en vitesse. J'entendis tout d'abord un bruit étouffé, comme le grognement d'un chiot qui se réveille. Puis, ce borborique se répéta plus distinctement et s'habilla progressivement d'une tessiture plus fine pour former des sons de plus en plus articulés, jusqu'à ce que j'entende un mot, puis un second, puis une phrase entière. « Hé gamine, reste ici !» Je n'en croyais pas mes oreilles, et je pouvais devenir folle, et je ne pouvais pas non plus bouger d'un pouce,
car mon corps semblait désormais tout engourdi. Il me semblait en outre que quelque chose bougeait sur la surface du visage, ou du moins de ce qu'il en restait, de la tête située au milieu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce? balbutiai-je. Mais la petite voix me coupa la parole. Sur le bureau derrière toi, il y a des ciseaux. Tu vas les prendre et finir de couper les liens qui sont sur ma bouche, et couper aussi ceux des deux bâtards qui sont à côté de moi, me dit-elle. Je m'exécutai, sans broncher, en constatant, avec une profonde horreur, que je n'étais plus vraiment maîtresse de moi, et j'expérimentais également avec difficulté une sensation d'oppression à peine supportable. Mon interlocuteur semblait peu délicat, ses propos étaient rudes, sans ambiguïté, et je me sentais souillé à chacun de ses mots. Je décousis donc les bouches des deux autres petites têtes, et le même phénomène se répétait à chaque fois. De légères fumées bleues en sortaient, à peine plus lourdes que l'air ambiant. Ensuite, j'entendis des sautements, des grognements, puis des phrases parfaitement audibles. Il s'agissait principalement de bordées d'injures, passablement nourries, et que je ne risquais pas de retranscrire ici. Alors le pire se produisit. Je reposai les ciseaux à leur place, et alors que je brûlais d'envie de m'en aller, la voix me dit « Petite, tu lèves ta robe de nuit ». Je ne voulais pas faire quelque chose de si indécent. Pourtant, je m'exécutais, je relevais ma robe de nuit jusqu'au-dessus de ma tête. J'entendis des sifflements admiratifs, puis de cris obscènes, et une des voix dit alors « Attends un peu, petite femme, on va bientôt s'occuper de toi ». Et puis plus rien ne se passa. Je restais interdite, idiote et tremblante de peur. Je baissai ma robe rapidement, honteuse d'avoir exhibé de la sorte mon corps de jeune fille. Avais-je fait un cauchemar? Était-ce une crise de somnambulisme? Ou devenais-je folle? À la fois perplexe, effrayée, et me sentant terriblement coupable, je refermai faiblement ce maudit coffret, non sans une immense appréhension, et je fis le chemin inverse de celui que j'avais emprunté pour venir dans cette pièce. Depuis, je me sens terriblement mal à l'aise, et j'ai la terrible impression d'avoir ouvert un boîte de Pandore. À la lecture de ce récit, je fus prise de frissons, mais surtout, j'étais très inquiète. En effet, j'avais bien noté l'attitude de plus distante de Randolph. Quant aux événements récemment survenus dans le grenier, Elsa et William, il était désormais impossible de ne pas les corréler avec le passage du journal intime de ma cousine, dont je venais de prendre connaissance. Pourtant, dans ce qui me concernait, je n'avais jamais rien entendu. Sarah était toujours autant plongée dans ses lectures, et les adultes, domestiques y compris, étaient parfaitement égaux à eux-mêmes. Donc, nous allons maintenant le commenter. Donc en fait, j'ai fait donc, le commentaire du passage que je viens de lire. Il sera certainement moins poussé que l'analyse de Philobus, parce que je suis moins informé que lui sur ce genre d'exercice. Et puis parce que c'est un petit peu difficile, si vous voulez, quand on a écrit quelque chose aussi, de le commenter. Parce qu'on est un peu, comme on dit en France, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, juge et parti. C'est-à-dire qu'en fait, on fait quelque chose et en même temps on doit juger. Et c'est un exercice qui est un petit peu difficile. Donc je vais en fait lire ce que j'ai fait, qui explique un petit peu mieux, peut-être pour votre compréhension, ce passage. Donc ce passage est celui de la lecture que Meredith, l'héroïne, fait du journal intime de sa cousine Wilhelmina. Le récit en question explique comment Wilhelmina trouvait les têtes réduites dans le cabinet des curiosités de son père. Il est important d'expliquer tout d'abord ce qu'était un cabinet des curiosités. Donc en fait, dès la fin du XVIIIe siècle, en Europe, des gens riches, des notables, étaient, avec l'avènement de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, notamment en France, et puis ça rejoint aussi l'Angleterre, évidemment, toute l'Europe, des gens qui avaient des moyens, qui voyageaient, qui avaient donc accès à voir des choses qui les rendaient curieux, poussés aussi par, on va dire, une certaine envie de connaissance scientifique, d'érudition, avaient dans leur riche demeure des cabinets de curiosité. C'était des pièces dans lesquelles ils entassaient tout ce qu'ils pouvaient trouver de leur voyage à l'étranger ou même de leur pays, et qui était curieux et inexplicable. Donc ils avaient des collections, ça pouvait être comme là dans ce passage de minéraux, de végétaux, d'animaux, comme par exemple je pense aux animaux d'Australie qui étaient très étranges et que les gens ne connaissaient pas. Imaginez un peu à l'époque trouver un kangourou ou autre chose, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Mais ils avaient parfois une curiosité qui devenait malheureusement un peu plus malsaine. Je me souviens, c'est une anecdote,
Je me souviens avoir visité dans la ville de Montpellier, qui se situe dans le sud-est de la France, ce qu'on appelle un musée de tératologie, qui est en fait un musée qui reprend toutes les monstruosités de la nature. Et ce musée avait été fait à partir de cabinets de curiosité de personnes qui avaient regroupé des monstruosités dans des locaux, des monstruosités humaines ou animales. Donc c'est pour dire comme ces cabinets de curiosité pouvaient être tout à fait anodins, regrouper des pierres, des oiseaux, des végétaux, ou devenir des lieux tout à fait malsains et on va dire qu'on peut vivre bien naturellement sans vivre naturellement. Donc c'est donné cette idée qui permet effectivement de comprendre pourquoi l'ambiance est pesante et pourquoi Henri ne veut pas que les enfants rentrent et pourquoi les enfants justement veulent rentrer. Parce que quand on veut interdire quelque chose, on a envie de transgresser l'interdit. Malheureusement, c'est très humain. Alors des fois en bien, parce que la curiosité, des fois, c'est quelque chose de bien. Et puis parfois, malheureusement, ça a aussi son mauvais côté. Donc déjà, il y a l'idée que l'oncle Henri ne veut pas que les enfants viennent. Et ça, effectivement, ça permet aux enfants d'avoir cette envie de transgresser l'interdit. Donc l'oncle Henri n'a qu'un scrupule à une étroitesse humaine, ce que je disais, le plaisir quelque part malsain, étroitesse humaine réduite et dommage au plaisir. Pour en venir au passage étudié, ce qui caractérise la structure de ce passage, c'est l'imbrication. Parce qu'en fait, il y a une imbrication de pièces, de lieux, de temps, d'objets, de boîtes, de choses concrètes et de pensées. Alors là, on va faire une phrase qui plaît beaucoup à Victoria, parce qu'elle est longue, elle fait 5 lignes. Il y a des propositions, on peut finir, et j'espère que ça ne va pas trop vous troubler. Donc Meredith est dit dans la chambre de sa cousine, son journal, qui retrace le déplacement de cette dernière dans la demeure. Pour s'introduire dans le cabinet des curiosités de son père, après avoir trouvé la clé qui était enfermée dans le tiroir du bureau de l'oncle Henri, dans lequel se trouve une boîte, à l'intérieur de laquelle il y a 3 têtes humaines réduites qui renferment une histoire et des maléfices. Alors, je ne sais pas si on a du temps pour traduire cette phrase. En tous les cas, ce qu'elle veut dire, c'est que dans ce passage, vous avez des imbrications, de choses les unes dans les autres. Donc de lieux, évidemment, mais aussi de temps, parce que Meredith lit un journal intime qui a été écrit il y a quelques jours. Dans ce journal, sa cousine raconte une histoire qui s'est passée il y a quelques jours. Et dans cette histoire, elle raconte qu'elle a trouvé une boîte avec des têtes humaines qui lui racontent, qui viennent d'une époque lointaine. Donc il y a bien des imbrications de lieu et de temps. C'est la chose aussi qui est effectivement importante à voir dans ce passage. Cette structure en imbrication multiple place le lecteur lui-même dans un sentiment tortueux, presque labyrinthique. Parce qu'effectivement, c'est une histoire qui est plutôt bête, quelque part, mais elle est labyrinthique. Parce qu'on se perd dans des méandres, dans des histoires, dans des lieux, dans des tiroirs, des clés, des journaux, etc., etc. De même, il y a une double transgression d'interdit. Donc, la deuxième idée importante, c'est l'idée de transgression. La transgression, c'est le fait de passer outre, d'essayer d'aller au-delà de ce qui est interdit. L'illuminé va explorer ce lieu qui lui est interdit, mais son père lui-même, en interdisant son accès, avoue se sentir coupable d'accumuler des objets prohibés, interdits. Et la lecture même d'un journal intime, si elle n'était pas autorisée par la cousine de Meredith, aurait quelque chose de sacrilège. Donc on est vraiment dans cette notion de sacrilège, et sacrilège c'est le mot qui correspond le mieux au thème principal de ce passage. En plus d'imbrications successives de temps et de lieu, ce passage se caractérise par une importante quantité de transgressions d'interdits, donc de sacrilèges, plus ou moins suggérées et donc empreintes de perversité. Alors je vais les énumérer. Wilhelmina transgresse les interdits de son père, au sujet du cabinet des curiosités. Donc Henri transgresse une certaine idée de l'ordre moral, l'achetant des dépouilles humaines. Wilhelmina suggère à Meredith de transgresser l'intimité de son journal de jeune fille,
ce que Meredith fait sans trop se poser de questions. Sans trop se poser de questions. Le journal intime, jamais personne ne livre son journal intime. Donc le fait qu'on vous dise tiens, lis mon journal intime, c'est quelque chose de très fort, d'extrêmement fort, parce qu'on se livre soi-même, on va expliquer des choses qu'on ne veut pas expliquer aux autres. C'est le but du journal intime, c'est justement de cacher. Or là, la cousine lui dit, tu vas le lire. Et Meredith ne se pose pas plus de questions, elle va le faire. La curiosité, toujours la curiosité. Quatrièmement, les têtes réduites au bijou.